Bonjour à tous. On va commencer ce dernier débat d'actualité sur la problématique des transactions d'officine en France. La pharmacie est-elle encore un bon produit à vendre et à acheter? Est-ce le bon moment pour m'installer? Si oui, quel cadre d'exercice, quel modèle, structure juridique choisir? Combien vaudra ma pharmacie dans 10 ans? Quels paramètres à prendre en compte pour calculer la valeur de l'officine? Autant de questions auxquelles tenteront de répondre nos experts. Donc il sera donc question pendant cette table ronde de rentabilité, mais également de modèle juridique, économique et sociétal pour voir si tous les éléments sont réunis actuellement pour faciliter la transmission des officines françaises. Pour en débattre avec nous aujourd'hui sur cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Chanjou, directeur de www.achatdepharmacie.com, l'artisan de votre transaction. Luc Fialatou, vous êtes directeur général adjoint d'Interfimo. Joël Lecoeur, expert comptable associé du Capitaine LLA et membre du réseau CGP. Éric Thiebaud, vous êtes avocat au cabinet Juris Pharma. Et Jacques Robert, vous êtes pharmacien. Et on terminera avec vous la table ronde sur un petit peu votre expérience en termes de session d'officine. Alors Luc Fialatou, je me tourne vers vous en premier. Il semblerait, et j'utilise volontairement le conditionnel, parce que on sait très bien que quand on parle statistiques et chiffres, c'est toujours un peu problématique, que le nombre de transactions serait en train la chute du nombre de transactions serait en train de s'enrayer, qu'on repartirait vers un regain de forme du marché de la transaction. Vous confirmez un petit peu cette tendance? Oui, je confirme. Je confirme, mais en fait, c'est un phénomène qu'on avait déjà observé un peu l'année dernière, avec une composante particulière qui éclaire d'ailleurs bien ce qu'on a envie de vous dire sur ce marché. C'est que ce qui se passe, c'est que le nombre de ventes de fonds de commerce est en diminution, mais le nombre de ventes de parts fait plus que compenser cette diminution. Donc on a un marché qui est en train de se transformer, qui passe progressivement de la vente de fonds à de la transmission d'entreprise, comme on peut le connaître dans d'autres secteurs d'activité. Alors on n'a pas encore des relevés tout à fait précis, puisque tout dépend bien sûr de la manière dont on comptabilise les prises de possession, mais je pense qu'on va connaître une légère augmentation cette année, de sans doute 4-5 points, mais qui s'inscrit déjà sur une année, par rapport à une année 2014 qui était en progression. Alors, est-ce qu'il y a le facteur démographique qui joue en termes de... Ah ben, il y a une chose qui est complètement évidente, c'est qu'il y a la pyramide des 12 âges. à 1300 pharmaciens qui partent en retraite chaque année. Et ça va ne faire que croître et embellir. Et donc, quand on rapproche le nombre de pharmaciens qui partent en retraite, donc qui nécessairement sont vendeurs, laissons de côté malheureusement certains d'entre eux qui n'arriveront pas à vendre, mais c'est un phénomène très douloureux sur le plan personnel, mais qui est statistiquement négligeable néanmoins. Donc laissons de côté ceux qui n'arriveront pas à vendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché des mutations est en grande partie animé par des départs en retraite. Et ça veut dire aussi, comme on a un nombre de pharmaciens qui passe du tableau D à l'installation qui est à peu près constant et qui est honorable, qui ne se dégrade pas considérablement. Il s'est pas mal dégradé il y a quelques années, mais maintenant c'est à peu près constant. Ça veut dire que les gens qui ont disparu statistiquement du marché, c'est ceux qui vendent pour se réinstaller. C'est là que le marché a une relance d'activité, c'est ça, une deuxième, voire une troisième installation. Et c'est tout à fait dommage, parce que ça veut dire que la profession ne connaît pas la mobilité interne, qui est quand même un facteur de dynamisme pour l'ensemble d'une profession. Alors vous parliez tout à l'heure de départ à la retraite. Il y a 2 ans, on avait une table ronde un peu similaire. On disait que les pharmaciens âgés de plus de 60 ans, voire plus de 65 ans, avaient peur de vendre leurs fonds. Est-ce que finalement, maintenant, en termes de levier psychologique, ils admettent que c'est... D'abord, la nature finit par prendre ses droits, par reprendre ses droits quand même. Mais je pense qu'il y a eu un gros flottement il y a quelques années sur la notion de juste prix d'une pharmacie. Alors, je ne dis pas que le problème est réglé, mais vous aviez beaucoup de gens qui avaient acheté à l'époque des années folles, à l'époque de la bulle, parce que je crois qu'on peut appeler ça comme ça, autour de 2006, 2002, 2004, 2006 à peu près, où les prix avaient été très déconnectés de l'évolution des rentabilités. Et ces gens-là n'arrivaient pas à se faire à l'idée qu'ils ne pourraient pas revendre aux coefficients auxquels eux-mêmes avaient acheté. Donc il y a eu
une très nette période de blocage du marché de ce fait. Et maintenant, on a quand même le sentiment qu'il y a un peu plus un consensus qui se dégage sur la notion de juste prix. Alors justement, peut-être parler aussi d'un facteur politique. Est-ce que la loi de santé, avec les intentions proclamées de faciliter les regroupements et les transferts d'officines, est-ce que ça joue aussi en faveur du marché de la transaction? Bon, vous savez, ce qui était très angoissant dans la loi de santé, c'était la perspective à nouveau d'atteinte au monopole. Et là, les choses ont été claires depuis très longtemps, depuis les travaux préparatoires. Donc tout ce qui pouvait arriver derrière, c'était plutôt des bonnes nouvelles pour les pharmaciens. Autant les médecins ont été angoissés par la loi de santé, autant en ce qui concerne les pharmaciens, c'était plutôt des nouvelles positives tendant à faciliter les regroupements, les transferts, etc. D'accord. Je ne crois pas qu'il y ait eu une incidence négative de la loi de santé sur les pharmaciens en tout cas. D'accord, merci pour cet état des lieux introductif. Jean-Christophe Chanjou, je me tourne vers vous maintenant. On a vu un peu le contexte économique, sociétal, démographique, voire politique. Finalement, la pharmacie, aujourd'hui, est un très bon placement. C'est un placement rentable. Vous qui êtes transactionnaire, c'est ça que vous dites à vos jeunes qui viennent vous voir? Alors, effectivement, quand je lisais l'intitulé de la conférence, ça me faisait sourire parce qu'on parlait de produits. Alors qu'effectivement, on parle plutôt, même pas de placement, on parle plutôt d'entreprise et d'évaluation d'entreprise. Et dans cette optique-là, effectivement, quand on regarde aujourd'hui le marché, en tout cas moi ce que j'observe à mon petit niveau, je n'ai pas votre vision, je dirais, globale, mais ce que j'observe, c'est qu'en fait il y a une segmentation du marché, on va dire grosso modo 3 tranches. Vous avez des pharmacies, je vais faire à la louche moins d'1 million d'euros, sur lesquels on est en train de partir sur des modèles qui sont plus, et des niveaux d'évaluation qui sont plus des niveaux, je dirais, quand on s'installe pour... on l'achète comme un outil de travail, sans forcément, je dirais, avoir d'idée de capitalisation derrière. Donc on a un peu abandonné ce modèle-là, on est vraiment sur une valorisation économique pure. Sur le segment intermédiaire, on va dire jusqu'à 2,5 millions, 3 millions, on va être sur des structures sur lesquelles on a encore un modèle pseudo-immobilier, je dirais, sur lequel on a encore des intervenants individuels qui sont encore très présents. Mais effectivement, comme le disait monsieur, il n'y a plus l'aspiration, parce que comme la première tranche ne capitalise plus, ils ont du mal à acheter la deuxième tranche. Donc on a quand même une espèce de rupture à ce niveau-là, et j'en parlerai tout à l'heure. Et il y a le niveau du dessus qui, lui, est d'ores et déjà la cible de groupes qui, eux, sont beaucoup plus structurés et qui vont aller avec un mode de fonctionnement quasi industriel, si vous voulez, pour quasi systématiquement prendre des positions. Donc ça, c'est, je dirais, en termes d'acteurs, on a des valorisations et des acteurs très différents en fonction des niveaux auxquels on s'attache. Vous parliez de typologie d'officine. Il y a des typologies d'officines qui sont vraiment, voilà, on parle d'outils capitalistiques. C'est le cas avec, je sais pas, des grosses officines. Est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires limite à partir duquel c'est intéressant ou à partir duquel c'est à risque? Alors je veux dire que dès lors qu'on est dans une logique maintenant, grâce au changement de méthode, maintenant on évalue des entreprises en fonction de leur rentabilité, puisqu'on parle en multiple de BE, le message sous-jacent, c'est qu'on évalue en fonction de la rentabilité. Le chiffre d'affaires est une donnée, mais ce n'est pas la seule donnée. On parle vraiment de rentabilité, donc on est vraiment en bas de bilan, on descend. Mais évidemment, quand on est sur des gros chiffres, avec de bonnes positions, des positions clés, les vendeurs vont arriver à mieux tirer leur épingle du jeu par rapport au prix économique que, je dirais, une personne qui est dans la mauvaise tranche. C'est juste ça le message. Après, une boîte, je dirais, un casseur de prix qui a une rentabilité au plancher, ça vaut zéro, globalement, voilà. À l'inverse, une structure qui a un tout petit chiffre d'affaires, mais qui a une rentabilité très élevée, va pas forcément se valoriser au niveau de la rentabilité. Ça dépend des paramètres, voilà. D'accord. C'est pas aussi simple que ça. On n'a pas parlé encore des banques. Est-ce que là aussi, il y a un phénomène nouveau en termes de... Est-ce qu'elles sont plus prêteuses? Est-ce qu'elles sont moins frileuses avant? Est-ce que ça aussi, c'est un facteur qui peut aussi relancer un peu le marché? Moi, je suis plutôt très content sur ce segment-là, sur ce sujet-là, parce que je trouve que les banques ont une discipline de fonctionnement maintenant qui fait qu'elles valident des dossiers qui sont financièrement... voilà. Bon, pour moi, avec des critères qui sont mes critères de trésorerie, puisque je valide un dossier quand on génère des flux de trésorerie positifs, après l'effet fiscal. Donc l'idée, c'est de dire la boîte doit gagner de l'argent, tout bête. Maintenant, avec les critères de validation que j'observe, on est dedans. Donc j'ai plus le décalage que j'avais avant entre ce que je voyais passer comme dossier et que moi je n'aurais jamais validé et ce qui parfois passait. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est traité. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que les gens qui s'installent aujourd'hui, pour moi, s'installent dans de bonnes conditions pour eux.
Donc c'est C'est un message à faire passer aux jeunes qui viennent justement aujourd'hui, voilà, leur dire que finalement il y a des leviers d'installation. Mais dans les leviers, il n'y a pas que la banque. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, on a un ensemble de partenaires, la banque en est un. Il y a également maintenant, je dirais, il y a beaucoup de... On va parler... Dans la filière, hein, on parle de la filière parce que bon, ça va les différents acteurs de la filière maintenant peuvent aider et aident de plus en plus d'ailleurs, participent de plus en plus, pour prendre des positions ou pas, hein, c'est pas le sujet, mais participent de plus en plus d'une manière ou d'une autre à l'installation des jeunes. Ce qui fait que les jeunes qui, d'ailleurs on le voit sur ce salon, qui pendant un temps venaient tout seuls pour chercher pour une première installation, là maintenant vont venir s'adosser à des groupements ou des grossistes ou que sais-je, pour s'installer parce qu'ils vont bénéficier de leviers différents, par exemple des conditions d'achat différentes, de l'apport complémentaire, etc. Et c'est ce phénomène-là qu'on observe. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui arrivent sur le segment 2 millions, 5 millions, mais par contre, ils ne sont plus tout seuls, ils sont accompagnés. D'accord. Alors on a vu la participation, je dirais l'accompagnement que peuvent avoir les grossistes, les enseignes et les groupements. On n'a pas encore parlé des différentes structures juridiques. C'est pour ça que je donne la parole à Éric Thiébaut sur les holdings. Ça aussi, ça a été une révolution il y a quelques années, le passage à SPFPL. Est-ce que là aussi, alors je crois, j'ai des chiffres en tête, mais on était à 140 en 2014 SPFPL, on est à plus de 500 aujourd'hui. Est-ce que ça aussi, c'est un levier qui a facilité le marché de la transaction ? Je dirais oui et non. D'accord. En fait, historiquement, on était sur un marché de vente de fonds, comme le faisait observer M. Fialtou. On avait effectivement des pharmaciens qui achetaient, qui vendaient leur première pharmacie pour acheter plus gros, puis la deuxième, puis la troisième. Et effectivement, on progressait en seuil, en importance, au fur et à mesure que la carrière se déroulait. Maintenant, on était effectivement uniquement sur une notion de capitalisation et de plus-value lors des reventes, avec effectivement la plus-value à acquitter sur les taux les moins élevés possibles, qui était la vente du fonds. Donc en 92, quand les SEL ont été créés, en fait, il n'y a pas eu, autorisé par la loi, il n'y a pas vraiment eu de SEL en officine de pharmacie. Il ne s'est quasiment rien passé. On est resté sur ce marché de vente de fonds. Et on a changé de marché à partir de 2001, quand on a effectivement la loi Mursef qui est passée et qui a autorisé les holdings, donc les SPFPL, sous réserve qu'un décret apparaisse. Et ce décret donc, a mis beaucoup de temps à apparaître. Le décret finalement est apparu en 2013. Effectivement, les SPFPL, il y en a eu fait dès le début. Et on a effectivement fait beaucoup de SPFPL en ce qui nous concerne. Par contre, on les a essentiellement fait pour régulariser des sorties de l'SEL qui devenaient très difficiles, puisque le décret de 2001, la loi Mursef de 2001, qui annonçait un décret qui ne sortait pas, a généré beaucoup de création de l'SEL. Et effectivement, la sortie ne pouvait pas se faire, puisqu'une personne physique, donc un pharmacien qui rachète des parts de l'SEL, ne pouvait pas dire les intérêts d'emprunt. Donc il fallait absolument que cette possibilité des holdings intervienne. C'est ce qui s'est passé. Mais à part effectivement débloquer des situations en cours, on n'a pas vraiment eu un effet booster. Alors, en ce qui concerne après la facilité pour les pharmaciens en première installation d'acquérir, si effectivement ils s'intéressaient à des achats de parts de SEL, oui, ils le pouvaient, puisqu'effectivement on avait cet effet qui leur permettait d'acheter des parts de SEL, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des officines qui, à ce moment-là, ont été créées en SEL dans les années 2001 à 2008, portaient surtout sur des pharmacies moyennes ou surtout importantes, qui ne sont pas forcément dans la capacité d'un pharmacien en première installation à acheter seul, sans être adossé à un partenaire financier, pharmacien déjà installé, qui exerce dans une officine qui existe déjà. D'accord. Alors Joël Lecoeur, peut-être on a vu un peu les limites des SPFPL. Pourtant, un jeune pharmacien qui a envie, pour une première installation, de s'installer, il a envie de partager les frais, partager l'outil de capitalisation avec d'autres confrères, pour avoir aussi un temps de travail un peu plus partagé, un peu plus confortable. Je crois que vous êtes intervenu plusieurs fois sur justement les freins et les limites de ces SPFPL. Aujourd'hui, on en est où? Il faut une nouvelle incitation des pouvoirs publics, il faut ouvrir un peu plus, élargir un peu le taux de la participation au capital. Alors, sans parler de façon juridique, la SPFPL, elle ne résout pas les problèmes économiques. Elle ne résout pas le niveau de BE, elle ne résout pas le prix de cession. Et aujourd'hui, effectivement, on a une problématique majeure sur les prix de cession par rapport aux rentabilités d'aujourd'hui, mais aussi aux rentabilités futures. Et la SPFPL ne va rien résoudre.
La SPFPL, c'est un outil pour fluidifier le marché des transactions de parts sociales. Et là, effectivement, la SPFPL est un bon outil. On avait encore des freins jusqu'à 15 jours, puisque la loi santé a levé la problématique des 5% de détention pour les titulaires, sans décret d'application. Donc la loi peut être appliquée maintenant depuis 2 semaines, puisque je crois que c'est le 26 janvier de mémoire, mais ça ne résout pas le problème économique. Donc là aussi, la SPFPL, il ne faut pas que ce soit comme la SEL, que ça soit un outil pour maintenir une bulle ou pour maintenir des prix de cession excédentaires. L'intérêt des SEL, c'est qu'on en a toujours vendu, mais si l'acquéreur ne pouvait pas déduire ses frais d'acquisition, eh bien, on faisait une décote sur le prix de cession. Et là, on rendait fluide le marché des SEL. Sous prétexte qu'on a les SPF maintenant, les vendeurs sont arc-boutés sur un prix de cession élevé. Donc le problème de fond de la SEL, ce n'est pas une évolution juridique, il faut sûrement des évolutions juridiques, on a avec les 5%, mais c'est surtout une réalité économique. Et la SPFPL, elle ne va pas résoudre le BE, elle ne va pas résoudre le remboursement de l'emprunt. Alors juste, il faut bien sûr être clair sur ce sujet-là. Et pour certains, la SPFPL, c'était la sortie. Et que j'ai entendu dire avec la SPFPL, j'ai des jeunes qui sont venus me voir en disant, sur le cœur, maintenant la SPFPL, il paraît qu'il ne faut même plus d'apport personnel pour s'installer. Non, les apports personnels, il faut encore qu'ils soient présents pour pouvoir acquérir l'officine. La SPFPL ne va pas résoudre tous les maux de la terre. Vous diriez qu'il y a eu une mauvaise communication de la SPFPL, parce que je me souviens au moment de l'arrivée du décret, on a parlé aussi d'outils de titularisation de l'adjoint. C'est-à-dire que l'adjoint qui est rentré dans une SPFPL, à horizon 10-15 ans, il allait pouvoir devenir titulaire. Ça vous fait rire, mais alors, ouais, ça me fait rire parce que je vais vous décevoir. 17 SPFPL sont avec des adjoints. Mais ce n'est pas des adjoints, c'est des titulaires salariés. Ça n'a rien à voir. La problématique, c'est qu'il a fallu contourner les 5%. Et comment on a contourné les 5% ? On mettait un titulaire TNS qui détenait 5%, les 95 détenus par la SPFPL, et on mettait le co-titulaire salarié qui avait 49% de la SPFPL, et comme ça, je pouvais faire l'intégration fiscale. Donc, si vous voulez, on n'a pas rentré les assistants dans le capital des SPFPL. On a contourné l'obstacle des 5%. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on n'a plus l'obstacle des 5%, je prends le pari que le nombre d'assistants dans la SPFPL va diminuer, puisque là, on va pouvoir régulariser les situations qui étaient un peu bancales. Mais vous voyez qu'en tant que spécialiste, on est obligé de contourner la législation pour arriver à nos fins. Mais encore une fois, c'est l'économie qui dirige. Et le niveau de l'EBE, c'est ce qui fera, SPFPL ou pas, SEL ou pas, c'est ce qui fera le marché de l'officine. Alors justement, une petite question un peu prospective, mais Luc Fialetou, Jean-Christophe Changeau, vous pouvez répondre à ces questions-là. C'est comment vous voyez le marché à 4-5 ans ? Parce qu'on a quand même l'impression, est-ce que cette embellie va durer ? Est-ce que finalement on va arriver vers un outil de capitalisation assez gagnant pour les jeunes pharmaciens ? Si vous voulez, le phénomène quand même marquant de ces dernières années, à nos yeux, c'est que petit à petit, le prix des pharmacies s'est rapproché de la réalité économique. Alors, c'est pas parfait, hein. C'est pas parfait, mais on vient de loin. Et je trouve qu'on rencontre de plus en plus d'intervenants et de pharmaciens acquéreurs, vendeurs encore un peu moins, mais ça va venir, qui se sont habitués à raisonner sur une vraie valeur en fonction de la rentabilité dégagée par l'entreprise. Alors ça, c'est un phénomène qui est très porteur et qui peut rendre optimiste. Deuxième phénomène, je pense qu'il y a encore beaucoup de marge dans la psychologie de la profession de pharmacien en ce qui concerne l'intégration des jeunes. Dans d'autres professions libérales, chez les radiologues, chez les avocats, chez les experts comptables, le titulaire d'un cabinet n'a qu'une obsession, c'est d'intégrer à temps comme associé des jeunes collaborateurs de qualité. Pour lui, c'est vraiment son idée fixe. Quand il a repéré un bon collaborateur, il essaye d'en faire un associé, puis progressivement un associé qui va monter au capital, de manière à éviter de l'avoir un jour en concurrent. Ce n'est pas encore du tout dans la mentalité des pharmaciens, et en plus, il n'y avait pas l'arme juridique qui permettait de le faire, parce que associer des adjoints dans la holding, ce n'était pas très intéressant. Associer des adjoints dans la société d'exploitation directement, comme on va pouvoir le faire, ça peut devenir un levier beaucoup plus puissant. Donc je pense qu'il va y avoir en fait une multiplication des modèles
d'acquisition et d'insertion des jeunes pharmaciens. Jadis, il y avait un modèle unique, c'est qu'on achetait une petite pharmacie, on la développait et puis on la revendait pour en acheter une plus grosse. Maintenant, vous êtes rentré dans une phase de modèle associatif. On se met à plusieurs pour acheter une pharmacie ou on remplace un associé. Et je pense que demain, il y aura un nouveau modèle qui va apparaître parce qu'il est très éprouvé dans d'autres professions libérales, qui est celui du collaborateur de qualité à qui on propose de devenir un associé et qui plus tard deviendra un repreneur. Et ça, c'est de l'avenir. La perle rare qu'on nourrit au sein de l'entreprise pour ensuite laisser les rênes entrepreneuriales. Là, ouais. Tout le monde est gagnant dans cette affaire. D'accord. Joël Lecoeur et Alors, puis je rebondis sur le propos de Luc Fiactou qui est intéressant puisque la loi santé, dans un autre article, prévoit l'ouverture du capital aux adjoints à hauteur de 10%, mais exclusivement dans la pharmacie dans laquelle il a son contrat de travail. Mais de qui se moque-t-on? Qu'est-ce qu'on veut en faire des assistants? Il faut en faire de véritables titulaires. L'assistant, comment voulez-vous qu'il prenne 10% du capital d'une pharmacie avec ses 3 000 euros de salaire mensuel? Il va pouvoir supporter quoi? 1 000 euros d'emprunt? Il va peut-être pouvoir emprunter 100 000 euros, mais il ne pourra pas emprunter les 200 000 euros qui sont nécessaires à rentrer à hauteur de 10% du capital. Donc aujourd'hui, la problématique des adjoints, c'est peut-être une forme de reconnaissance d'ouvrir le capital, mais ce n'est pas une solution. Je pense que l'adjoint, il faut qu'il ait un nouveau rôle dans l'officine, un rôle de co-titulaire, et on voit bien avec les services, aujourd'hui, les services sont chronophages, donc les adjoints, il va falloir en faire de véritables alliés dans les officines, parce que le titulaire, il ne pourra pas faire les services tout seul. Et que l'adjoint pourra y répondre. Alors peut-être qu'il faut faire évoluer l'adjoint. Il va peut-être falloir sortir des foutus 35 heures. Parce que là aussi, peut-être qu'au niveau professionnel, il y a peut-être les syndicats peuvent peut-être faire évoluer le modèle de l'adjoint vers un forfait jour. Ou l'ordre. Ou l'ordre qui existe dans les pharmacies, qui existe dans l'industrie pharmaceutique. Quand on compare un cadre dans l'industrie pharmaceutique et dans la pharmacie, pourtant ils ont le même diplôme, il y a quand même une différence de traitement. Peut-être qu'il faudra faire évoluer l'adjoint vers un statut de collaborateur libéral, comme d'autres professions, chez les médecins, chez les avocats, puisque demain, le service, c'est une prestation intellectuelle, on le voit avec les honoraires de dispensation. Donc il y a vraiment une démarche, et je pense que là, il va falloir intégrer les jeunes. Et si vous n'intégrez pas les jeunes, si vous restez arc-bouté sur le schéma d'acquisition-cession qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Pourquoi il ne fonctionne plus? Parce qu'il n'y a plus de croissance d'activité. C'était facile avant. On achetait une pharmacie, une petite pharmacie, on faisait 5% de croissance. Au bout de 5 ans, on avait fait 25% d'évolution de chiffre d'affaires. Les prix montaient. Sur un emprunt de 12 ans, j'avais remboursé un peu de capital, mais ce n'était pas la majeure partie. Et puis, je revendais ma pharmacie. Je faisais exclusivement de la plus-value. Et je me réinstallais. Mais ce schéma-là, compte tenu des baisses du prix des médicaments, compte tenu de l'environnement ambiant, ça ne marche plus. Donc il va falloir, comme le disait Luc justement, trouver un nouveau modèle pour intéresser les jeunes. Et une profession qui ne se renouvelle pas, je suis désolé, c'est une profession qui se meurt. Et je pense là, il y a un devoir important de la profession à accueillir les jeunes. Merci pour ce message, Jean-Christophe, peut-être. Alors justement, dans la dimension renouvellement, pour répondre à votre question sur l'évolution du marché, à mon avis, il y a une première phase qu'on est en train de vivre là depuis un an, qui est une phase que je vais appeler de restructuration active. C'est-à-dire que la restructuration, c'est une restructuration du réseau, une restructuration au niveau de la dette, qui est accompagnée, parfois pilotée, par l'ensemble des intervenants de la filière, voire par des nouveaux entrants. Donc ça, c'est la première phase. Ça va amener à quoi? Ça se traduit par quoi? Par la réduction du nombre de points de vente. On rachète des voisins pour faire des acquisitions défensives, pour récupérer du chiffre d'affaires sur sa structure. On va regrouper 2-3 structures sur un même point pour arriver à repasser au-dessus d'un certain point mort, pour arriver à rentabiliser une structure. On va arriver à des systèmes de mutualisation de compétences et tout. Donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une restructuration active. Derrière tout ça, la deuxième phase qu'on va avoir, étant donné que toutes ces phases-là doivent être supportées par des acteurs, la banque en fait partie, mais n'est pas toujours forcément l'acteur qui à ce moment-là peut intervenir, parce que ce sont souvent des phases de restructuration un petit peu compliquées. On va aboutir à une deuxième étape, et ça va dans votre sens, en termes de modèle. On va sortir, à mon sens, du modèle, je dirais, patrimonial, dans lequel on était dans une reconduction, je dirais, de père en fils ou de capital, dans lequel les gens qui avaient du capital donnaient à ceux qui avaient à leurs enfants, qui eux-mêmes pouvaient ensuite en avoir, etc., etc. Et on va aller sur un modèle dans lequel on va reconnaître, de fait, les gens qui apportent de la valeur à la structure. Donc, ils vont travailler dans la structure et on va valoriser leur travail. Je vais vous poser une question. Quand vous rentrez
chez Interfimo, quand vous rentrez à la BNP, quand vous rentrez chez OCP, est-ce qu'on vous demande votre capital avant de rentrer? Non, on vous demande votre CV et vos compétences. Demain, ce qu'on va demander, comme ça reste quand même un commerce de proximité dans lequel il faut qu'il y ait une personne qui soit impliquée et qui soit responsable, on va rémunérer, et ça je commence à le voir déjà, des gens qui n'ont pas forcément le capital mais qui ont la compétence, à hauteur, voire au-dessus de personnes qui, eux, ont le capital, mais qui n'ont pas les compétences. Et ça, c'est l'avenir. Et ça ouvre la porte à un modèle, je veux dire, au-delà des outils. Moi, ma réponse, si vous voulez, je pense que si on n'a qu'une approche sur le plan réglementaire, je pense qu'on se trompe de sujet. Si on attend la réglementation pour avancer, on passe à côté du sujet. On a aujourd'hui énormément d'outils, simplement, on ne les utilise pas forcément dans le bon sens. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à utiliser les outils dans le bon sens, et c'est plutôt intéressant. Alors justement, peut-être Éric Thiébaut, un dernier mot sur un peu l'évolution. Jean-Christophe Jeanlot parlait de ne faut pas attendre le réglementaire, mais alors, le réglementaire quand même il joue de manière très importante, on l'a vu avec un peu l'hypocrisie législative sur les SPFPL et la place des adjoints dans l'entrée au capital. Vous, comment vous voyez aussi l'évolution réglementaire dans les prochaines années? Est-ce qu'on va vers justement une ouverture un peu plus large, des libertés d'installation un peu plus grandes? À partir du moment où de toute façon la législation n'est pas modifiée, où de toute façon on a effectivement une loi de répartition avec un nombre de clients par officine de pharmacie, on a automatiquement un monopole de fait qui est créé, une valeur du fonds de commerce qui existe, même si effectivement elle est trop élevée aujourd'hui, néanmoins on a une valeur qui existe. On ne peut pas, je pense, raisonner en pharmacie comme on raisonne dans des professions libérales qui n'ont pas de réglementation sur l'implantation. Effectivement, un avocat peut s'implanter là où il veut, peut ouvrir un cabinet, il met une plaque, il prend des locaux, un expert comptable aussi, c'est pareil. Le pharmacien, c'est différent. Donc, dès lors qu'effectivement on a cette structure qui existe, ça me paraît difficile de la contourner, à moins de la supprimer, et ce n'est pas souhaitable. En tout cas, pas effectivement si on veut garder la répartition telle qu'elle existe sur le territoire français au jour d'aujourd'hui. Donc, d'où la nécessité d'avoir effectivement des capitaux pour acquérir, la nécessité de trouver effectivement comment contourner la difficulté pour effectivement, en ayant moins de capitaux, pouvoir devenir co-titulaire, et aussi la nécessité, parce que on a effectivement cette valeur qui demeure aujourd'hui de l'entreprise et qui est due à la loi de répartition, de s'entourer effectivement des précautions à travers les pactes d'associés, puisqu'on voit énormément de contentieux entre associés, notamment entre associés exploitants et associés. Ça, c'est un risque véritablement du modèle associatif, c'est les litiges, les contentieux entre associés. Ouais. Et ça, vous avez des chiffres à communiquer là-dessus? Est-ce qu'il y a une hausse des contentieux, des litiges? Les litiges, il y en a toujours eu, et ils continuent, malheureusement. D'accord. Alors on a vu un petit peu l'état des lieux global, on a vu les perspectives, les freins, les évolutions législatives, etc. On a la chance d'avoir sur cette table ronde, et merci d'avoir répondu à l'invitation, Jacques Robert. Alors vous avez été pharmacien 22 ans, hein, pendant 22 ans vous avez exploité une pharmacie taille moyenne en centre-ville à Melun. Alors l'idée de vous faire participer à cette table ronde, c'est justement d'avoir un retour sur les sessions. On a parlé vraiment de l'aspect économique, réglementaire, législatif. On n'a pas vu tellement le levier, enfin le comportemental et les leviers psychologiques. Votre retour d'expérience sur cette... Bon, je vous remercie déjà de donner la parole aux pharmaciens de base, c'est très important parce que je ne veux pas revenir sur tous les aspects juridiques qui ont été évoqués, il y a de grands spécialistes ici, mais avant de prendre une décision de vendre son officine, enfin, on a essayé l'optimisation fiscale. On est passé de SNC à l'impôt sur le revenu, on est passé en SARL, j'ai vendu les parts à mon épouse, et après, à l'impôt sur les sociétés. Alors, je vais dire une chose aux pharmaciens, le changement de statut, tout ça, ça ne change pas la rentabilité d'une officine. Ça va faire économiser un petit peu d'argent à la fin de l'année, mais ça change vraiment pas la rentabilité d'une officine. Elle est axée sur d'autres choses. Il faut d'abord avoir un bon outil de travail. Il faut que ça soit des locaux suffisamment importants. Il faut aussi avoir un loyer qui n'est pas très élevé. Et en centre-ville, les problèmes du centre-ville, c'est des loyers qui sont très élevés. On a eu des discussions avec l'Union des commerçants, tout ça. Et c'est sûr que quand vous avez un loyer qui est aux alentours de 2500 à 3000 euros par mois, même avec l'appartement, ça fait quand même une difficulté pour vendre une officine. On a essayé d'autres solutions que de vendre. C'est l'association avec un adjoint à mi-temps, par exemple.
Mais le problème, c'est l'apport personnel. Et ça, je rebondis là-dessus. On ne peut pas dire à quelqu'un, vous ne mettez pas d'argent dans l'officine et vous pouvez acquérir des parts. C'est impossible, ça, c'est une utopie. Il faut toujours un apport personnel. Ensuite, on a essayé de rénover la pharmacie. Alors ça, c'est extrêmement positif. On peut, à l'heure actuelle, avec 20 à 25 000 euros, refaire toute l'électricité, adapter le mobilier, créer des espaces phyto, des espaces aromas, des espaces orthopédie, avec un investissement très faible, et le banquier, il vous suit tout de suite. Et ça, quand vous allez voir un banquier, vous lui demandez 20 à 25 000 euros, aucun problème. En 8 jours, vous avez votre prêt. Ensuite, on a essayé le transfert. Alors, un transfert, vous allez voir la mairie, vous lui dites, voilà, je veux sortir de la NAS où on est actuellement, en centre-ville avec 5 pharmacies. On veut transférer, bien sûr, on a un local qui est... Mais les meilleurs locaux, ils nous expliquent à la mairie, c'est pour les bars, brasseries, c'est pour les commerces rentables. Donc ça veut dire que la pharmacie, c'est assez inquiétant de dire que c'est un commerce qui est beaucoup moins rentable qu'un bar, qu'une brasserie. On a essayé le regroupement. Alors le regroupement, quand on parle avec un juriste, il vous dit, en 6 mois, je vous fais un regroupement. Le gros problème, c'est l'aspect humain. L'aspect humain, donc il faut s'entendre, parce que ce sont des confrères qui sont aussi des concurrents. Après, il faut qu'ils rentrent dans un regroupement. Alors, une agence nous a contactés, a fait une petite réunion. Ça n'a donné rien du tout, ça n'a servi à rien du tout. Parce que chacun, le gros problème de la pharmacie, c'est l'individualisme. Chacun espère s'en sortir tout seul. Ensuite, je voulais revenir sur... Alors, juste, je vous coupe, mais alors, toutes les solutions que vous avez, le transfert, ça ne marche pas, le regroupement, ça ne marche pas, l'adjoint, ça ne marche pas, il n'y a que la rénovation du bien qui fonctionne, finalement. Un petit coup de peinture et hop, c'est bon. Dans la rénovation, c'est l'électricité en tête, parce que vraiment, les clients nous ont dit, mais il y a eu un changement incroyable dans votre pharmacie, on y voit clair. C'est vraiment très important. Je voulais revenir, sur... les voies de financement de l'officine. Je pense que c'est tellement dur à l'heure actuelle de trouver de l'argent, les banques sont très très frileuses. Je crois qu'il faut arriver à un financement participatif. Et j'ai entendu au cours du débat que les groupements pouvaient aider les pharmaciens, et ça, je pense que c'est une chose très importante. Donc finalement, c'est la participation d'un groupement ou d'enseigne qui pourrait redynamiser ou donner envie aux jeunes de s'installer ou d'acquérir une pharmacie. Ça passe par là. Oui, je crois que les jeunes, il y en a beaucoup qui ont envie de s'installer, mais ils manquent de moyens. Et je crois qu'il faut une aide, il faut un coaching extérieur, il faut un financement participatif. Et ça peut être... Alors, je voulais revenir sur une statistique qui est très récente, puisque c'est les ventes qui ont eu lieu, les prix de vente en 2015. Alors, je ne parle pas des sessions de parts sociales, c'est seulement les ventes de fonds de commerce dans le 77, donc dans la Seine-et-Marne. Il y a eu seulement 16 sessions d'officine sur plus de 400. Il y a eu une session au-dessus de 2 millions d'euros, 7 entre 1 et 2 millions d'euros, 5 entre 0,4 et 0,7 millions d'euros. Et il y a eu quand même 3 sessions très faibles, une à 45 000 euros, une à 100 000 euros et une à 95 000 euros. Ils ont cédé le 3 au bail. Donc il y a 3 sessions qui se vendent vraiment très très peu cher. Il y a 3 sessions qui ont été à des taux très très faibles. Alors peut-être faire rebondir les différents intervenants sur les procédures, sur les obstacles, et après on reviendra sur les procédures collectives avec vous, Joël Lecoeur. Mais enfin voilà, Jacques Robert a parlé un petit peu de tous les obstacles. Hein. C'est vrai que c'est un parcours de combattant. Et là on est dans la session, c'est-à-dire qu'on est déjà avec un chef d'entreprise, 22 ans d'expérience, qui connaît le marché, qui connaît le métier. On n'imagine même pas quand on se place du côté du jeune acheteur. Enfin, Luc. Alors, par goût de la contradiction, je vais quand même vous dire qu'il faut que les pharmaciens se rendent compte qu'ils ont, en matière d'acquisition, un privilège que n'ont pas du tout les autres jeunes entrepreneurs. Il faut quand même mesurer le fait que... alors évidemment, il faut un peu d'apport personnel, mais il en faut relativement moins que dans tous les autres secteurs d'activité quand on achète une entreprise. En gros, un pharmacien, jeune ou moins jeune, qui achète une officine, qu'elle soit en
en fonds de commerce ou en société, il faut qu'il apporte les droits et frais, le BFR grosso modo, et le reste, il peut en obtenir le financement par un système bancaire qui appréhende assez bien le risque pharmacie, ou qui l'appréhendait assez bien. Ça, c'est un peu compliqué depuis quelques mois, qu'il s'agit de financer des holdings et des parts sociales. C'est un peu plus compliqué pour les banques traditionnelles. Mais enfin, globalement, c'est un risque qui est assez bien dominé par les banques et qui leur permet de prêter sur 12 ans. Ça n'existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, un entrepreneur ne peut racheter une entreprise en obtenant un crédit bancaire sur 12 ans. La norme, si vous achetez dans le monde de l'entreprise traditionnelle, il vous faut pas loin de 50% de fonds propres, hein, et le crédit auquel vous pouvez accéder va très rarement jusqu'à 10 ans. Hein. Donc je prends un peu le contre-pied parce que ça me paraît nécessaire de sortir un peu de la bulle. Alors, évidemment, ça reste difficile pour des gens qui veulent tout de suite accéder à la pharmacie qu'on estime être bien dans le marché. Hein, cette pharmacie qui fait 2 millions d'euros ou plus de chiffre d'affaires, qui semble sécuriser tout le monde. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a d'autres affaires. Et je pense que entre des pharmacies qui sont à des prix accessibles et qu'on trouve encore, et puis des possibilités d'association, il y a quand même de multiples modèles d'insertion dans la profession. Moi, je suis quand même plutôt optimiste à cet égard. D'accord. Alors Jean-Christophe, peut-être un commentaire là-dessus sur le... Je suis tout à fait en phase sur le fait que l'apport, finalement, le fait de dire qu'il faut de l'apport pour partir sur le projet est un faux problème. Pour une raison, là je me place du point de vue du banquier ou de l'investisseur, ou du partenaire, on va dire, au sens large. Le fait de vous allez aux États-Unis, vous allez dans d'autres pays, il faut mettre beaucoup plus. Et quand on va vous chercher, on ne vous cherche pas sur 15% du montant limité, etc. Donc ils ont un principe qui est que quand on vous prête de l'argent, il faut que la personne à qui on prête de l'argent, quelque part, soit responsabilisée. La notion de responsabilité est liée au fait que si quelque part la personne a quelque chose à perdre, c'est ma compréhension des choses, bah, quelque part, si ça commence un petit peu à être compliqué, il va se poser des questions pour essayer de se remettre en cause et pour essayer de remettre les choses sur la bonne voie. Parce qu'une fois que c'est lancé, le banquier, il n'a pas la main. Hein. C'est le chef d'entreprise qui est dans la boîte, qui va devoir se lever le matin à 5 heures pour faire en sorte que ça reparte. Et il n'y a personne d'autre que lui qui le fera. Donc je pense qu'il faut de toutes les façons qu'il y ait cet investissement et que quelque part, ben, il mouille sa chemise pour y aller. Là, je pense que c'est un premier point. Après, comme vous le dites, il y a aujourd'hui plein d'outils qui permettent, je dirais, de lever quelque part cet argent pour avoir un bon effet de levier, pour ensuite partir sur des pharmacies. Et je pense que aussi, le vrai problème, on fait maintenant, qui fait que les gens ne s'installent pas tout seuls, il y en a deux. Le premier, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la première tranche de pharmacie aujourd'hui ne sert plus d'ascenseur, donc on n'achète plus ça, on capitalise plus pour repartir, donc on n'a plus la possibilité de constituer une cagnotte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le métier devient complexe. Il devient éminemment complexe. Et le perçu au niveau du titulaire, c'est que, quel que soit moi je le constate sur tous les chiffres d'affaires, hein, alors là pour le coup, et chez les jeunes, chez des expérimentés, c'est qu'à un moment ils me disent, mais ça fait 20 ans que je suis là, mais j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, je n'arrive plus à faire face à tout. Et c'est cette perception de la complexité qui, pour moi, est le vrai frein et qui est le vrai facteur, je dirais, d'ouverture du pharmacien sur d'autres modes de fonctionnement ou sur d'autres partenariats ou sur une forme d'intégration, qu'elle soit ou non capitalistique, c'est pas le sujet. Le but, c'est de dire qu'à un moment, je ne suis pas capable de tout faire, donc je fais appel à pour arriver à m'aider dans mon travail. Je rebondis là-dessus sur la complexité de l'exercice officinal. On parlait avec les groupements hier ou avant-hier, je ne sais plus, lors du débat, d'une spécialisation de l'officine. Est-ce que justement la solution en termes de transactions, en termes de vente, d'achat, ce ne serait pas justement de spécialiser sur des pharmacies, alors je ne sais pas, sur tel suivi thérapeutique, tel accompagnement? Alors pour moi, c'est un sujet pour moi un petit peu différent. Dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, au niveau du modèle économique de la pharmacie, ce qu'on constate, c'est que les personnes, comme il y a un peu moins d'oxygène, il y a un peu moins d'argent, les gens vont aller chercher des axes de différenciation sur des segments à marge. Donc ça peut être qui de la maison de retraite, qui de l'orthopédie. Moi, j'ai une pharmacie qui fait 1 million d'euros, qui a 120 000 euros d'orthopédie, et qui lui permet, avec la marge qu'elle dégage, de vivre finalement pas si mal que ça. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, les structures aujourd'hui vont aller chercher la spécialisation, et ce qu'on a là, on va l'avoir de plus en plus.
hein, il faut le savoir. Et aujourd'hui, le marché a du mal à valoriser ça. C'est-à-dire que quand on est dedans, on est content de l'avoir parce que ça nous fait vivre. Après, derrière, quand on vend, la personne en face perçoit ça comme un risque. Et ce que je comprends aujourd'hui, c'est que l'analyse qu'on va avoir en termes de valorisation des structures, aujourd'hui, elle est monolithique, un peu stalinienne, c'est voilà, c'est le comptoir, point barre. Et dès qu'il y a quelque chose qui arrive, on le sort. Et demain, plus on va aller, plus on va avoir des structures qui aujourd'hui sont individuelles, mais qui demain vont, d'une manière ou d'une autre, mailler pour faire en sorte d'avoir une offre de réseau. Et plus on va avoir des pharmacies qui vont avoir une offre de service qui sera cohérente, par exemple autour de la maison de retraite, par exemple autour de l'orthopédie ou autre. Et ça, à terme, je ne sais pas comment, mais on aura une valorisation de cette dimension-là qu'on n'a pas aujourd'hui. Oui, Joël Lecœur. Je crois que le problème de fond il est plus important que celui-là. Je pense qu'il faut savoir quel modèle on veut demain à l'officine. Soit on se tourne vers un modèle dit business, et c'est du commerce, et on y va à fond, on ouvre le capital, etc. Soit la pharmacie, c'est un commerce de proximité, on va passer d'un commerce spécialisé vers une entreprise de service. Donc il va bien falloir se positionner sur quel modèle. Et encore une fois, on peut évoquer l'ouverture du capital, parce que quand j'entends monsieur, je dis mais attendez, pourquoi pas ouvrir le capital puisqu'on n'offre pas de capital aux adjoints, autant effectivement ouvrir le capital, mais il faut savoir quel modèle on veut. Donc soit la profession est capable de s'organiser, et on garde les 3 piliers fondamentaux, le monopole, le quorum, la non-ouverture du capital. Et là, il faut que la profession soit imaginative. Il ne faut pas laisser sur le côté les petites officines en disant bah, écoute, tu as vu une chance au tirage, tu as vu une chance au grattage. Malheureusement, ta pharmacie, ce n'est pas un outil d'avenir, tu ne trouves pas de repreneur et tu vas mettre la clé sous la porte. C'est la tendance actuelle quand même. Et ça, il faut les aider, ces gens-là, parce qu'encore une fois, ils ont fait 20 ans leur métier, 30 ans leur métier. Il faut qu'ils sortent dignement. Et là, il faut que la profession soit imaginative. Peut-être que la petite officine, elle a un besoin de santé publique et un besoin de santé publique à couvrir. Donc il ne faut pas balayer toutes les petites officines de France et de Navarre. Au contraire, il y a des pharmacies qui méritent qu'elles soient là. Eh bien, il va falloir imaginer des nouveaux modèles économiques pour pouvoir les faire perdurer et les faire vivre. Et si vous voulez, encore une fois, l'individualisme prend le dessus dans la profession. Mais je pense qu'il faut imaginer les choses. Et c'est relativement simple, un peu de bon sens. Peut-être qu'il faut créer un fonds de solidarité pour indemniser le pharmacien qui ne trouve pas à vendre sa pharmacie. C'est simple à mettre en place. Il y a un plan d'urgence qui a été proposé par un syndicat. C'est simple à mettre en place. Et pour les pharmacies qui méritent d'exister, de préexister, même si elle est petite, eh bien, un peu s'adosser à une pharmacie plus importante. On va peut-être pouvoir permettre à une SEL de détenir 3 ou 4 fonds de commerce. Alors l'idée, ce n'est pas qu'une SEL de Marseille exploite un fonds à Lille. Ce n'est pas le sens. Mais sur un territoire de santé prédéterminé, on pourrait très bien mailler le territoire, maintenir le maillage territorial. Et j'en viens à l'édito de Mme Amno que vous avez pu voir sur les éléments démographiques. 2150 pharmaciens ont plus de 66 ans. Est-ce que c'est la volonté de rester aussi tard dans la profession? Ils attendent des jours meilleurs pour essayer de vendre leur officine. Et on nous dit dans le même temps qu'on a du mal à attirer les jeunes. Il faut peut-être se poser la problématique. Et dans le même temps, elle nous dit, oui, le mariage territorial est harmonieux. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, prenons le problème à l'envers. Maintenant, le maillage territorial, tel qu'on peut le définir par rapport à des besoins de santé publique. Et à partir de là, la profession va organiser les fermetures. Aujourd'hui, on subit les fermetures d'officines. Alors, il y a des vraies fermetures. Il y a des fermetures subies, il y a des fermetures volontaires, mais je pense qu'il faut que la profession prenne la main et organise son devenir. Parce que là, sinon, on va dans le mur et on laisse tout ouvert, on laisse les groupements prendre la main avec l'ouverture du capital, on laisse le capital aux autres. Il faut savoir quel modèle économique on veut défendre au niveau de l'officine. Ouais. Alors, juste pour répondre sur ce point, puis après Jacques Robert. Juste pour répondre sur ce point une seconde, je pense que le fait de positionner du point de vue de l'ouverture du capital, quelque part, c'est se positionner à côté du sujet. La question de l'ouverture du capital, la question sous-jacente, c'est derrière le contrôle. D'accord ? Et mon postulat, c'est qu'on peut très bien arriver à contrôler une structure. C'est ce que je constate aujourd'hui. Je ne dis pas que je le veux, mais c'est ce que je constate. On peut très bien contrôler une structure sans être dans le capital. Voilà. Par de la dette, par le contrôle de la dette. Un fournisseur qui a un délai fournisseur extrêmement long et qui du jour au lendemain décide de le réduire, je vous garantis qu'il a une garantie, il a un contrôle sur la structure. C'est juste ça. Je voulais dire une chose. L'ouverture du capital, je pense qu'elle arrivera un jour ou l'autre, ça c'est inéluctable. En attendant, pour bien exploiter une pharmacie, ces conseils que je donne aux gens qui vont s'installer,
C'est vraiment donner de la valeur ajoutée à la délivrance du médicament par le conseil associé, par l'automédication. C'est aussi mettre en place des systèmes de participation interne à l'officine. L'épargne salariale, je crois qu'avec l'épargne salariale, ça permet de fidéliser le personnel. Et puis il faut donner aux préparateurs, on a eu la chance d'avoir de très bonnes préparatrices, il faut leur donner pratiquement le même statut qu'aux pharmaciens adjoints. Ça va peut-être faire bondir certaines personnes dans la salle, mais vous avez des préparateurs qui sont bien meilleurs que des pharmaciens adjoints. Et il faut vraiment leur donner, non pas seulement du salaire, mais des conditions de travail et puis l'épargne salariale. Et puis, je reviens toujours à l'histoire du groupement, c'est que le pharmacien isolé, il ne s'en sortira jamais. Il faut que le groupement vienne l'épauler, vienne lui apporter des notions de merchandising, de marketing, vienne lui apporter une enseigne, enfin tout ce qu'il faut pour que la pharmacie puisse progresser. Eric, vous vouliez rajouter un mot? Oui, je voulais préciser en rebondissant sur ce que M. Robert avait dit précédemment concernant la pharmacie qui s'est vendue à 45 000 € dans le département de Seine-et-Marne il y a un an. Il se trouve que c'est l'un des dossiers du cabinet, donc je le connais bien. Et on a effectivement l'archétype de la notion de résignation sur le fond ne vaut rien. J'ai une pharmacie qui fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc je ne la vendrai pas, donc de toute façon je ne trouverai pas d'acheteur. Effectivement, donc on a quelqu'un qui a plus de 65 ans, qui est dans le pourcentage, enfin, qui était dans le pourcentage important des titulaires en âge de partir à la retraite, qui n'arrive pas à vendre. Et on a quelqu'un d'autre qui a vendu, qui a une cinquantaine d'années, et qui en a assez de faire de l'assistanat après avoir été 20 ans titulaire et qui ne supporte pas d'être assistante et d'être 35 heures et de se faire guider et de se faire dire ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire, etc. Et qui dit finalement je ne supporte plus ça. J'ai vendu une grosse pharmacie parce que c'était trop complexe à exploiter. Je ne veux plus être à la tête de ça, mais je ne veux pas être assistante jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. J'ai encore plusieurs années à travailler. Donc finalement je vais acheter une toute petite pharmacie, pas chère. Et effectivement j'achète une pharmacie en Seine-et-Marne, 45 000 €, qui faisait à l'époque 600 000 € de chiffre d'affaires. Une pharmacie dont la titulaire, pour des raisons de conviction religieuse, refusait de vendre la pilule et tout moyen de contraception. Donc finalement, alors là, des travaux ont été faits pour 4 fois le prix que vous avez payé pour votre réflexion. Et finalement, tout se passe très bien et le chiffre d'affaires maintenant est à plus d'1 million d'euros. Et le coût total d'achat est de 145 000 € avec les travaux. Et tout a été acheté cash, et cette personne s'en sort très bien, et gagne beaucoup plus qu'en étant pharmacien assistante. Et sa théorie de dire, si je n'arrive pas à revendre, tant pis, je ne revendrai peut-être pas. Mais elle a pu démontrer aussi que la notion je ne peux pas acheter, on ne peut pas acheter si la pharmacie est trop petite, finalement c'est absolument faux. Et moi ça fait personnellement 10 à 15 ans que j'entends tous les 95% des clients dire on ne peut pas acheter à moins de 2 millions d'euros, on ne peut pas acheter à moins d'1,5 million, ce n'est pas rentable, ça ne sert à rien. Okay, peut-être Luc, il a tout un mot sur ce que vient de dire le soin. J'avais envie de rebondir sur une remarque de Joël Lecoeur à l'instant, à propos d'un modèle auquel nous avions tous pas mal réfléchi il y a quelques années, et qui est celui de pouvoir mettre plusieurs pharmacies à l'actif d'une seule société. Je crois que ça mérite vraiment d'être creusé, cette affaire. Ça n'a rien de révolutionnaire. Dans un cabinet de radiologie, vous avez une SEL, et puis le cabinet en ville, le cabinet en clinique, celui qui fait de l'IRM, etc. C'est tout à fait à l'échelle des professions libérales réglementées. Mais ça a d'énormes avantages, à la fois sur le plan financier, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mutualisées, et puis ça a surtout, pour rebondir sur notre préoccupation de l'instant, ça a surtout un énorme avantage, c'est que ça déconnecte le patrimoine de chaque pharmacien de l'officine dont il est titulaire. Il n'est plus propriétaire d'une pharmacie, il est propriétaire d'une structure qui possède plusieurs pharmacies et il a les mêmes droits que tout le monde sur l'ensemble. Ce qui veut dire que quand on a besoin de souplesse sur un territoire donné, quand on a besoin, le cas échéant, de fermer l'une des pharmacies du groupe, celui qui en était titulaire n'est pas pénalisé par rapport à ses autres associés. C'est l'ensemble qui est mutualisé dans la société. Donc on peut réaliser des économies d'échelle considérables, on peut limiter les horaires d'ouverture de l'un des fonds, on peut, le cas échéant, en fermer un,
si c'est l'intérêt du groupe de le fermer. Oui, ça apporte une souplesse qui, vue sous un angle financier et patrimonial, je ne me mêle pas de politique professionnelle, je vois ça de ma fenêtre, qui est une fenêtre financière et patrimoniale. Mais sous cet angle-là, c'est vraiment un modèle qui mériterait d'être sérieusement travaillé par les instances de la profession. Mais ce serait quel type de modèle? Ce serait une structure holding bis? Ce serait... Non, pas du tout, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est une SEL qui, au lieu d'être propriétaire d'un fonds, est propriétaire de 3 fonds ou de 4 fonds sur une zone géographique délimitée, de manière à ce que, comme vient de le dire Joël, on n'est pas une pharmacie de Marseille qui coiffe une autre de Lille, mais qu'on est dans un arrondissement, dans une circonscription donnée, qu'on ait un groupe de 3 ou 4 pharmacies, chacune sous la responsabilité d'au moins un associé titulaire, mais que tout ceci soit mutualisé dans une seule société. Et ça a pas mal d'avantages. D'accord. Joël Lecoeur. Oui, ça a surtout l'avantage d'attirer les jeunes, parce que le problème aujourd'hui, on l'a bien vu, avec l'apport personnel, les jeunes ne peuvent pas se porter acquéreurs d'une officine. Donc effectivement, ils peuvent se retourner vers des groupements pour essayer de les aider. Et on pourrait imaginer que dans ce cadre-là, le jeune titulaire, puisqu'il serait titulaire d'un point de vente, puisse aussi avoir des fonctions transversales au niveau du groupe. Et ce qui intéresse les jeunes, c'est au-delà du problème financier, de l'acquisition de l'officine, c'est aussi une reconnaissance dans le travail fourni. On peut très bien imaginer dans ce schéma-là un co-titulaire qui exploite sa pharmacie, mais qui a des fonctions transversales au niveau du groupe. Alors peut-être que l'un s'occupera des achats, l'autre des ressources humaines, et d'intéresser les jeunes à l'évolution du métier, et que les jeunes ont un vrai projet professionnel, à se mettre sous la dent. Alors juste ce modèle-là, vous l'avez présenté à des structures ordinales, des groupements? Parce que, bien sûr, on peut le présenter. Parce que comment ça se fait qu'il existe Après, il faut avoir de l'écoute. Maintenant, si vous voulez, la pharmacie a toujours fonctionné. Un pharmacien, une société, une officine. C'est le modèle depuis Napoléon. On n'y déroge pas. Mais on pourrait imaginer, je pense qu'il faut faire évoluer les structures et les mentalités, mais tant qu'on restera propriétaire d'une seule officine, ça ne fonctionnera pas. Et le risque, effectivement, c'est encore une fois de voir arriver des capitaux étrangers parce qu'on n'a pas su s'organiser en interne. D'accord. Oui. Oh. Une remarque néanmoins, une remarque historique, c'est que ce modèle d'une SEL qui coiffe 3 ou 4 pharmacies, c'est un mémo qui a été porté à un moment donné par Madame Adnaud lorsqu'elle était présidente de la section 1. C'est-à-dire, c'est pas non plus, c'est pas une utopie. C'était un mémo de travail, mais ça a été un modèle qui a été étudié par la profession, et je pense que ça vaut le coup de le ressortir des cartons. D'accord. Alors peut-être Jacques Robert, un dernier mot, puis après on prendra peut-être les questions de la salle sur peut-être la fin de votre expérience. Je vais aborder un autre sujet. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place en pharmacie un système qui se fait dans pas mal de commerces, c'est ce qu'on appelle la location-gérance. C'est-à-dire, celui qui exploiterait serait seulement locataire du fonds, il n'aurait pas d'investissement à faire au départ, et l'autre, le pharmacien senior, il garderait une propriété quand même. Allez, on ouvre des pistes là. Après on vous donnait un chèque en blanc à celui qui exploite. Je serais peut-être un peu plus prudent. Mais ça peut être peut-être une piste. Bon, après, la problématique, c'est quand même que la pharmacie est engagée d'une certaine façon. Après, il y aurait des problèmes de garantie vis-à-vis de nos partenaires financiers. Donc, il faut à la fois ménager l'existant, trouver des nouveaux modes, mais il faut que tout le monde y trouve son compte. Et sans nos partenaires financiers, il n'y a pas d'acquisition. Sans jeunes, il n'y a pas de vente. Et je crois que là, il faut faire attention aussi sur quel schéma on va évoluer, puisqu'il faut que tout ça fonctionne. Et l'élément clé, c'est la rentabilité, c'est aussi les prix de cession qui ont été trop élevés. Donc ça, il faut aussi que les prix de cession deviennent plus raisonnables pour que l'apport personnel, il en faudra un, mais peut-être un peu plus limité au niveau des jeunes. Alors merci à tous pour ces analyses et ces perspectives. Y a-t-il des questions dans la salle? Alors, je sais pas qui a un micro. C'est bon, on a été complet là. Pas de questions.
Bon, bah bien, merci à tous, hein, c'était complet. Voilà, merci.